Alors ici, moi, je vais maintenant passer à l'interface claire, parce que l'interface foncée, c'est pas toujours évident de voir. Moi, quand je suis sur mon écran, là, j'y arrive encore, mais bien sûr, vous, sur la projection, c'est pas toujours facile de bien voir les choses. Donc, je vais décider qu'à partir de maintenant, je vais passer en interface claire. Vous pouvez le faire aussi, si vous voulez. Vous allez pouvoir choisir. Donc, vous êtes sur un PC Windows, on va accéder aux préférences par le menu Édition, Préférences. Moi, je suis sur un Mac, je vais accéder aux préférences par le menu InDesign, Préférences. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans Édition, Préférences sur votre PC Windows, vous allez jusqu'à Interface. Interface, et là, vous avez les 4 petites possibilités, et je vais prendre la plus claire. Voilà. Je pense que pour la suite, ce sera mieux. Vous allez mieux voir. En tout cas, sur ma projection, vous allez mieux voir, mais vous pouvez garder votre interface foncée si vous voulez. C'est un choix. Tant qu'on y est, on va aller modifier une autre chose dans la partie générale. Oui, là, vous voyez qu'une fois que vous êtes entré dans les préférences interface, vous pouvez aller vers toutes les autres préférences. Et dans InDesign, c'est du costaud, les préférences. Il y a plein de réglages qu'on peut faire pour le personnaliser. Allez dans la partie générale. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de décocher ceci. Afficher l'écran d'accueil lorsqu'aucun document n'est ouvert. Ainsi, le grand panneau que vous avez eu, donc le grand panneau que vous avez vu tout à l'heure quand vous avez lancé InDesign, chaque fois que vous allez fermer un document, il va revenir. Ça peut être ennuyeux. Donc moi, personnellement, j'aime bien décocher ça. Dans Général, afficher l'écran d'accueil lorsqu'aucun document n'est ouvert, je le décoche. Et vous avez la même chose dans Illustrator et Photoshop. Ça peut être pratique de se débarrasser de ce panneau. Ah, maintenant, à vous de voir. Est-ce que vous aimez avoir ce panneau qui vient chaque fois que vous avez aucun document ouvert? Vous imaginez, vous ouvrez plusieurs documents l'un à la suite de l'autre, vous avez chaque fois ce panneau qui vient dans le chemin, quoi. Donc voilà, on a fait 2 choses. On a réglé l'interface et éventuellement, si vous avez voulu modifier la couleur de l'interface, et général, on a décoché là aussi, si vous voulez, mais je vous conseille de le faire. Afficher l'écran d'accueil lorsqu'aucun document n'est ouvert. On clique sur OK. Et voilà, pour toutes les fois suivantes qu'on va utiliser InDesign, ce sera comme ça. Ça reviendra. Interface claire et pas de panneau d'accueil. Oui, pour ce qui est de régler les espacements entre les images et les paragraphes, ça, il faut jouer sur les styles de paragraphes et c'est autre chose, hein. Attendez, petit à petit, hein, figurez-vous qu'en fait, on va utiliser les styles qui sont dans ce document, mais on va les utiliser dans un autre document. Comme ça, vous allez voir que vous ne devez pas tout refaire de zéro. Vous pouvez les démarrer de styles existants dans un document et les importer dans un autre document, à nouveau que vous faites. Mais là, petit à petit, on y va. D'abord, on n'a pas fini avec la palette de calque. Oui, alors qu'est-ce qu'on était en train de dire avec la palette de pages? Et là, je vais l'agrandir. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à agrandir la zone du dessus en positionnant ici et en appuyant et en tirant. Voilà. Vous voyez, c'est scindé en deux. Il y a 2 parties dans la palette de pages. Vous avez la partie du dessus, c'est ce qu'on appelle les gabarits. Ce sont des modèles de pages en quelque sorte. Et qu'on a fait, hein, la personne qui a fait ce document a fait ces modèles de pages. Ce n'est pas quelque chose qui a été livré par InDesign. Et puis, vous avez les pages du document qui sont visibles en dessous. OK. Et donc, vous avez, sur toutes les pages du document, quasiment, il y a la lettre A. Ah tiens, il y en a une avec la lettre B. OK. On expliquera pourquoi plus tard. Mais c'est le gabarit A, le modèle de page A, celui-ci, qui est utilisé par les pages, par la majorité des pages. Si vous voulez, vous pouvez double-cliquer et aller voir ce qu'il y a dedans. Double-cliquez sur le gabarit A, la vignette là, et vous êtes entré dans le gabarit A, et qu'est-ce qu'on trouve? Bon, il y a 3 choses finalement. Il y a le bandeau avec un filet, on appelle ça un filet, cette ligne. Donc le bandeau du dessus qui sert, c'est un système de mise en page, c'est pour amener de la structure dans la mise en page, quelque part, hein. Ça se voit dans les magazines. Vous avez un bandeau décoratif qui a été mis là, en couleur.
je veux dire un bloc décoratif. Et surtout, vous avez une balise de numérotation. Et donc, tout ça, qui est dans le gabarit A, est reporté automatiquement sur toutes les pages qui utilisent le gabarit A. C'est le principe. Donc ici, dans un premier temps, on analyse un document existant pour un peu vous familiariser avec la manière dont les choses fonctionnent. Comme ça, vous voyez un document avec déjà quelques petites choses qui sont en place. On va double-cliquer sur les pages. On était sur laquelle, au fait? Sur la 2. Voilà, je double-clique sur la 2. On va juste faire un test ici. Vous avez ici la vignette 100. Ça, c'est pour enlever un gabarit sur une page. Vous allez pouvoir la prendre, appuyer, tirer vers la page 2, comme ça. Oui, attention, on n'insère pas à côté. Ça va faire une nouvelle page sur le côté. Vous l'amenez sur la vignette de la page 2, c'est encadré, vous voyez. Et vous lâchez. Et voilà, le petit A n'est plus là. Et donc, tout ce qui vient du gabarit A n'est plus sur la page. Vous n'avez plus la numérotation en bas à droite. Vous n'avez plus le bandeau. Vous n'avez plus le panneau décoratif en couleur au-dessus. Voilà. Si vous reprenez le gabarit A et vous le remettez sur la page 2, ben, tout revient. Donc, c'est pratique, ça. Pour faire un document, on peut appliquer les choses à plusieurs pages. C'est l'idée, à plusieurs pages. En effet, si on voulait appliquer à plusieurs pages, il faudrait soit déplacer le gabarit A manuellement sur chaque page les unes après les autres, ou alors activer les pages et faire quelque chose, mais on va le faire ici, hein, comme ça va répondre à votre question. Hein. Par exemple, de la page 5, cliquez sur la page 5. Vous n'êtes pas obligé de double-cliquer, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Le double-clic, c'est pour y aller sur la page 5, pour l'afficher sur l'écran, mais on clique simplement pour la sélectionner. Et avec la touche majuscule enfoncée, vous pouvez cliquer sur la page 8, comme ça, de la 5 à la 8, elles sont sélectionnées. On peut aussi exclure de la sélection une des pages, c'est avec la touche contrôle, par exemple la 7, ou alors la 6, voilà. En fait, c'est comme quand on sélectionne des fichiers dans une liste, tout simplement. La touche contrôle sur le PC, commande sur le Mac pour activer ou désactiver certaines choses qui... Voilà. Et Oui, pour faire ce dont tu parles, un gabarit appliqué une page sur 2, on va voir. Hein. Mais c'est peut-être, tu parles peut-être d'un document double page où il y a des pages de gauche et des pages de droite. Et à ce moment-là, on a un gabarit double page. On a un gabarit avec une page de gauche et une page de droite et on fait ce qu'on veut dessus. En tout cas, ici, on n'est qu'à la moitié du chemin. On a fait juste la sélection, mais on était en train de dire, mais comment fait-on pour appliquer un gabarit à plusieurs pages d'un coup? Ah, c'est vrai que si vous devez appliquer un gabarit sur 150 pages dans un document, vous n'allez pas le faire manuellement. Et donc, ça se fait par le menu de la palette pages. Donc, vous avez ici en haut à droite de la palette un menu. Et vous demandez la fonction « Appliquer un gabarit aux pages ». Et là, vous allez décider, ah ben c'est déjà inscrit tout seul, en fait 5-8, ça veut dire de la 5 à la 8. Ah tiens, je vais annuler. Regardez ce qui se passe si j'enlève une des pages. 5, 7, 8 sont sélectionnés. Je vais dans le menu, appliquer un gabarit aux pages, page 5 et page 7 à 8. Voilà comment on écrit en fait. Ça, c'est la nomenclature. Si on devait manuellement indiquer nous-mêmes à quelle page on applique, ce serait ce principe-là. et la virgule, la différence quoi de... Mais ça veut dire que c'est la page 5, puis la page 7 à 8. Le tiret veut dire 7A. Voilà. Donc, ce sera la même chose quand vous voudrez exporter un PDF. Vous pourrez décider de n'exporter que certaines pages. Il faudra indiquer comme ça, 5, etc. Et puis les tirets pour les étendues de pages. Bon, ben, testons un peu l'application du gabarit B. Tiens, c'est quoi le gabarit B? En fait, c'est la même chose que le gabarit A, mais sans le filet.
sans le bandeau du dessus. Ou alors, vous pouvez aussi tester d'appliquer le C. C'est la même chose que le A. Il aura le filet, mais il n'aura pas la numérotation. Essayez d'appliquer le B pour commencer. Voilà, B. OK. Et voilà, on va aller voir en jouant avec la roulette. Gabarit B. On arrive sur la page 5. Ouais. Il n'y a pas le filet, mais il y a le numéro. 6, je n'avais pas modifié, elle n'est pas sélectionnée. Donc, elle a gardé son filet. 7 et 8 ont perdu leur filet. Voilà. Bon, je vais faire l'inverse ici. Je vais appliquer le gabarit C. Donc, toujours en gardant ma sélection de pages là dans la palette de pages. 5, 7, 8 chez moi. C'est peut-être différent chez vous, hein, vous êtes libre. Je vais ici dans le menu de la palette de pages, donc demander appliquer un gabarit aux pages. Chaque fois que vous voyez bien sûr ces 3 petits points dans un item de menu, ça veut dire qu'il y a une boîte qui va s'ouvrir. Et cette fois-ci, sur l'étendue de page sélectionnée, je vais appliquer le gabarit C. Ça veut dire qu'il y aura le filet, mais pas la numérotation. Voilà, gabarit C. Ça, c'est la page 8. 7. Et puis, on a la 6 qui n'a pas été modifiée. Je vous rappelle, chez moi, elle n'est pas sélectionnée. Et puis, on a la 5. Voilà. Il y a le filet, mais pas la numérotation. Donc, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle du parentage de gabarit. Ça veut dire qu'il y a un gabarit parent, et puis il y a les enfants avec chaque fois leur variante. Mais ça, c'est du design légèrement avancé, mais c'est super pratique parce que vraiment le but dans InDesign, c'est d'automatiser un maximum les choses pour ne pas devoir, quand on fait un document, passer trop de temps à manuellement tout modifier. Donc, on utilise des automatismes et donc des modèles de pages comme ça, des gabarits, c'est très bien. Alors, vous allez voir un peu plus loin. Bien sûr, si vous faites une plaquette, un flyer, vous n'allez pas utiliser des automatismes parce que là, c'est juste une page, soit le recto, soit le verso, ou les deux. Je veux dire, recto-verso ou seulement recto, c'est très facile. Mais dès qu'on a plusieurs pages, un document plus long, une brochure, c'est très intéressant d'automatiser, évidemment. Mais ça demande un peu d'effort au départ, mais après, quand on veut modifier les choses, c'est facile. Donc, ça répond à ta question. Je n'avais pas prévu de le dire maintenant, mais comment fait-on pour appliquer un gabarit à plusieurs pages? Donc, les sélectionner par clic, majuscule clic ou avec la touche CTRL UPC ou commande du Mac, et puis demander par le menu de la palette de pages l'opération appliquer un gabarit aux pages. Voilà. Et c'est vrai que, voilà, si on avait un document recto, on pourrait aussi par ici l'appliquer sur une page sur deux. Mais, en mettant que les chiffres pairs, par exemple. Mais bon, on ne va pas compliquer. Alors, est-ce qu'on a ici? Non. Il n'y a pas l'option uniquement les pages paires, uniquement les pages impaires, non. OK. Je vais annuler ici l'application. J'étais dans la boîte, j'ai cliqué sur annuler. Bon, on va continuer un peu dans la palette des calques pour voir comment ça fonctionne quand même. Alors, voyons un peu la palette des calques, on continue. Donc, vous avez un calque qui s'appelle image flottante. Quand on enlève l'œil en face, on voit que ça contient certaines images, mais pas toutes. Voyons un peu sur la page 3. Ça va être intéressant d'aller sur la page 3, voir ça. Donc, vous pouvez éventuellement double-cliquer sur la page 3 pour y aller. Dans la palette de pages, vous double-cliquez sur la page 3, vous arriverez sur la page 3. Et donc, quand on enlève l'œil en face du calque image flottante, on voit qu'on a 2 images flottantes sur ce calque. Ben, on va déverrouiller et tester. Déverrouiller le calque image flottante. Tant que vous y êtes, vous pouvez verrouiller le calque fond gris. Comme ça, c'est bien clair. On ne travaille que sur le calque image flottante. Les autres sont verrouillés. Et avec la flèche noire, vous allez cliquer sur l'image de cette bestiole, mais pas sur ceci. On verra plus tard à quoi ça correspond. Vous cliquez simplement une fois sur le bloc.
Si vous double-cliquez, vous pouvez essayer. Normalement, il ne faut pas le faire ici, mais essayez, double-cliquer. Vous voyez un autre bloc d'une autre couleur. En fait, quand on travaille sur des blocs images, on travaille soit sur le conteneur. Là, je vais cliquer à côté pour désélectionner. Je vais venir recliquer une fois là-dessus. Ça, c'est le conteneur, c'est le bloc. Et si on veut travailler sur le contenu, il faut double-cliquer ou alors il faut cliquer une fois là-dessus. C'est le même principe. Ça, c'est le contenu. Donc ici, je vais vous demander de travailler sur le conteneur. Donc vous allez cliquer à côté pour désélectionner. Et puis cliquer une fois simplement là-dessus. Vous allez pouvoir bouger l'image. Vous allez voir ce qui se passe. On va peut-être la mettre sur la gauche. Alors bien sûr, si je la prends comme ça et que je la mets sur la gauche, on ne la voit plus. Pourtant, elle est là. C'est parce que je suis en affichage aperçu. Je vais me mettre temporairement en affichage normal. Voilà, comme ça, je vois même les images qui sont sur le côté des pages. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est une image qui repousse le texte. Si on la met à l'endroit où il y a le texte, elle repousse le texte. Et l'habille, c'est ce qu'on appelle de l'habillage. Et ça, c'est pratique. Alors ici, c'est du faux latin, ça ne correspond pas à grand-chose, donc on ne comprend rien, mais techniquement, vous voyez que ça fonctionne. Elle est en habillage. Et donc, c'est typiquement le genre d'image qu'on pourra mettre sur un calque qu'on a créé et qu'on a appelé image flottante, parce qu'elle flotte au-dessus du texte. Enfin, elle flotte, en le repoussant, quoi. L'autre image aussi. Si je la bouge, le texte de la page suivante remonte ici, parce qu'il a la place. Tandis que si je mets l'image, le texte n'a plus la place, il est poussé à la page d'après. Si on zoome en arrière, on va bien comprendre ça. Voilà. Sur la page d'après, la 4, j'ai cette image-là qui est dans le flux du texte. Elle est comme un paragraphe. Elle est différente de l'image qu'on a testée là, à côté. Voilà. Donc, quand la grande image est là, elle repousse les choses vers la page suivante, notamment les deux images là. Tandis que si on la met sur le côté, les images remontent, tout le texte remonte. Oui, parce que le texte coule d'une page à l'autre. Est-ce que vous avez pu voir ça? Ça marche? Ouais. Trop fort. Le texte, il n'est pas comme ça par défaut, quoi. Il n'est pas comme ça par défaut. Il roule son là. En fait, c'est l'image qui a une fonction qui a été appliquée sur elle et on peut aller voir où ça s'est fait. L'habillage de texte, c'est dans le menu fenêtre, habillage de texte. Menu fenêtre, habillage de texte. Quand on a sélectionné le bloc, on lui a enclenché ça. Je vais le faire avec l'image ici. Cette image-là, elle a aussi ça qui est enclenché. Si je le désenclenche, vous voyez que le texte passe par-dessous, il n'est plus chassé par l'image. Tandis que là, il est chassé par l'image. Voilà. Les icônes sont assez parlantes. Hein. Là, on voit que le texte passe sous l'image. C'est ce que ça représente. Et là, on voit que le texte est repoussé par l'image. Donc, c'est l'habillage de texte. C'est super intéressant, bien sûr, dans InDesign, l'habillage de texte. Oui, elle est... Il faudra bosser un peu là-dessus parce que parfois, le texte a tendance à passer à gauche ou à droite de l'image. Une fois utiliser le texte, qui ne bouge plus. Ou l'ancrer. Alors, quand le texte est comme ça, le figer pour qu'il ne bouge plus, il faudrait casser le chaînage et c'est assez inhabituel. C'est-à-dire le texte qui coule d'un bloc à l'autre, il y a un script qui est intégré qui permet de faire ça. Ça s'appelle break frame, je pense, mais c'est assez inhabituel. Mais bien sûr, dans le PDF, il ne bouge plus. Hein. Une fois que c'est exporté, il ne bouge plus. Alors, pour répondre à ta question, la disposition des palettes, comment faire?
Est-ce qu'on fait les indispensables, fenêtre, espace de travail, les indispensables, tiens, ici, il les laisse en anglais, essentials, les indispensables, ou est-ce qu'on fait autrement? Bon, déjà, là, je vais remettre la palette des outils en 2 colonnes, c'est mieux. Non, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas s'occuper de ce dont tu parlais là, les prédispositions de palettes dans le menu fenêtre, espace de travail. Tout ça, on ne va pas s'en occuper, nous. Ce qu'on va faire, c'est que régulièrement, on va faire, comme tout à l'heure, Shift tabulation pour se débarrasser des palettes de droite et on va aller les chercher dans le menu. Voilà. Comme ça, on les a flottantes, mais après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, personnellement, je préfère travailler comme ça, surtout quand j'explique à des débutants les logiciels, je préfère ne pas m'occuper des espaces de travail. Vous voyez, là, je vais chercher différentes palettes, voilà, au hasard. Hein. Voilà. Je les bouge sur l'écran. Voilà. Encore une. Évidemment, si c'est un menu, il faut que j'aille dans le sous-menu. Voilà. Donc, différentes palettes, ça devient foireux à un certain moment. Il y a trop de palettes. Donc, Shift tabulation, une fois, 2 fois. Et puis, on va rechercher les bonnes palettes là. Palette des calques, par exemple. Là, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Alors, l'habillage de texte. Donc, menu fenêtre, habillage de texte. Vous avez pu voir ce qu'est l'habillage de texte vaguement. Vous avez vu que les images là, sur le calque, images flottantes, elles habillent, elles repoussent le texte. C'est pratique. C'est une manière de faire de la mise en page. C'est une des fonctionnalités qui existent. Je vous montre vite fait une recherche que j'ai faite ici sur Bing, où j'ai juste tapé dans Bing, vous ne le faites pas, je vous montre juste ici, habillage de texte InDesign, et ça me montre plein d'exemples d'habillage de texte où vous avez ce qu'on voit là, par exemple, la tomate qui repousse le texte, mais c'est foireux. Il faudra faire une opération parce qu'il y a des mots qui ont tendance à essayer d'entrer entre les pics de la tomate, là. Voilà des exemples d'habillage de texte. Là aussi, c'est foireux parce que ça remonte là, c'est pour la lisibilité, c'est pas bon, mais c'est une première étape. On peut habiller un texte avec un autre texte. Enfin, voilà, vous avez des exemples d'habillage de texte. Je vais peut-être demander, vite fait, peut-être en anglais, d'avoir des habillages de texte créatifs. Voilà, oui, j'ai mis le terme anglais. Habillage de texte en anglais, c'est text wrap. Et on a notamment ici un habillage de texte créatif où on a la forme de la feuille qui repousse le texte. Là, c'est d'un point de vue créatif, c'est très valable. C'est très valable. Le résultat est bon. Ici, vous avez d'autres exemples. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est la construction, l'habillage, mais évidemment, ça ne s'imprime pas. Mais vous voyez le principe. Ça se voit souvent. Il faut faire ce genre de choses dans InDesign. L'habillage de texte qui repousse, donc des images sans le fond qui repoussent le texte. Oui, l'image peut être en PNG, et ça marche. Voilà. Mais en général, on va essayer de faire du Photoshop. Au niveau du format, on va essayer de garder le format Photoshop, ça offre plus de possibilités. Donc, il faut faire de l'habillage de texte parce que c'est ce qui va faire la différence avec une mise en page faite dans Word. Voilà. Et bien sûr, pour faire de l'habillage de texte, on fait comme ça. Si on met l'élément habillant sur le texte comme ça, au milieu, on a 2 colonnes en fait. Hein. Donc la suite de la première ligne, ce n'est pas là à droite, hein, c'est ici en fait. Hein. On a 2 colonnes de texte. Voilà. Donc évidemment, on va faire ce genre de choses. L'habillage de texte, c'est super important. Au niveau créatif, c'est ce qui va faire la différence avec un bête
logiciel de mise en page. Ceci dit, dans Word, il y a de l'habillage de texte aussi, mais c'est assez difficile à gérer. L'avantage de InDesign, c'est que c'est très facile de manipuler les choses quand on a compris. Au niveau créatif, mise en page, il n'y a pas de limite, on n'est pas contraint, on fait ce qu'on veut. On est très libre. Alors, on va aller verrouiller le calque image flottante et on va déverrouiller le calque body text. Alors, le body text, c'est ce qu'on appelle le corps du texte, le texte principal, le texte de l'abord. Ça peut porter tous ces noms-là. Je vais vous l'écrire. Je vais ici modifier un tout petit peu le nom du calque. Quoique, je l'ai déjà écrit quelque part. OK, voyons un peu ça. Vous avez déverrouillé le calque body text. Vous allez pouvoir prendre l'outil texte et cliquer dans le texte principal, donc le texte qu'on rencontre le plus dans le document. Le body text, c'est ça, c'est le texte principal. On va voir qu'il utilise un style de paragraphe. On va aller afficher les styles de paragraphe. Pour automatiser les mises en page, bien sûr, on utilise des styles de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. La palette style de paragraphe, je peux la détacher. Et là, je vois qu'il utilise, donc, quand le curseur est n'importe où dans le texte, en train de clignoter, je vois que c'est ce style-là qui est utilisé. Tiens, je vais agrandir un peu en mettant le pointeur là. Vous arrivez à agrandir. Est-ce que vous avez des palettes qui... Elles ne sont pas trop petites, vos palettes à l'écran? Ça va? Parce que si elles étaient trop petites, il faudrait modifier le nombre de points qui s'affichent sur l'écran déjà. La résolution dans les paramètres du moniteur dans Windows. Bon, c'est le seul moyen que je vois. Parce que si vous avez un écran 4K, par exemple, avec énormément de points, 3840 en largeur, 2160 en hauteur, donc un écran super performant qui affiche beaucoup de points, pour l'interface de InDesign, ça risque d'être toute petite et si vous n'avez pas des bons yeux, ça risque d'être difficile. Donc n'hésitez pas à le dire et on modifiera s'il faut chez certaines parmi vous, le nombre de points qui s'affichent sur l'écran. Donc ça n'a rien à voir avec InDesign, c'est dans les réglages de Windows. Et donc j'ai agrandi la taille de la palette là, et on voit que le style que j'ai donné au corps du texte s'appelle corps du texte. Et entre parenthèses, je vous ai mis pour la démonstration les différents noms. Body text, texte de labeur, texte principal. Donc c'est le texte qu'on rencontre le plus dans le document qui porte ce nom, body text. Bien sûr, c'est moi qui ai choisi de donner ce nom-là au style de paragraphe. On donne ce qu'on veut comme nom. Mais enfin, il faut avoir un peu de logique, quoi. Alors, page 3, vous la voyez? Si vous scrollez, oui, vous avez aussi la page 2. Vous pourriez, sur la page 2, cliquer dans le titre, là, et vous voyez que c'est un titre de second niveau. Donc, c'est un sous-titre. C'est comme ça qu'on dirait. Mais en principe, le terme en mise en page, c'est titre de second niveau. On ne dit pas sous-titre. Parce qu'après, le titre de troisième niveau, vous l'appelez sous-sous-titre, et puis etc. Sous-sous-sous-titre, ça commence à devenir n'importe quoi. Donc, voilà le terme normalement consacré. Et vous avez remarqué que sur la page 2, vous arrivez à cliquer dedans sans problème, malgré qu'il est au même endroit que le mot décoratif dogs derrière, là. Parce que le mot décoratif dogs, il est sur un calque rien que pour lui et qui est verrouillé pour l'instant. Il est dans le calque décoration. Vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, l'intérêt des calques, pouvoir mettre au même endroit différentes choses et malgré tout, quand on travaille, il n'y en a pas une qui s'active alors qu'elle ne devrait pas.
parce qu'on verrouille. Une question. Je veux appuyer sur V, par exemple, pour passer à la prochaine. Ah oui, là, si tu veux appuyer sur V pour activer la flèche noire pendant... ben, en fait, non. Il doit certainement y avoir une astuce, mais je ne la connais pas. Moi, je clique simplement sur la flèche noire. Par contre, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, oui, allez-y, mettez le curseur dans le corps du texte, n'importe où. Comment vous faites maintenant pour bouger le document sur l'écran? La barre d'espacement, ça ne va pas fonctionner, ça fait des espaces. Et donc, dans ce cas-là, c'est la touche Option, la touche Alt sur le clavier qui vous appelle la main. Et là, vous bougez. Donc, c'est l'astuce. Alors oui, vous allez dire, on aurait pu simplement activer la main, bouger, et puis revenir avec l'outil texte, cliquer là où on était et remodifier. Oui, sauf que c'est pas très pro. On va oublier ça. On va éviter de devoir activer la main et la loupe. On va utiliser les raccourcis quand même pour la main et la loupe. Donc, quand vous êtes avec l'outil texte en train de faire des choses, des modifications ou quoi, vous allez pouvoir enfoncer la touche Option sur le clavier, la touche Alt pour avoir le raccourci de la main. Et vous avez bien sûr Option roulette pour zoomer en avant, en arrière. Voilà. Et sur Mac, Je suis sur Mac et ça marche. ouais, c'est la touche juste à... Ben, non, la touche juste à côté de l'espace sur le Mac, c'est la touche commande. Ici, on parle bien de la touche Option, la touche Alt. Donc, si je regarde sur mon clavier, à côté de la barre d'espacement, c'est la touche commande, ce qui correspond à contrôle sur le PC. Et là, c'est la touche Option. Voilà.